C'est très déstabilisant pour un juge qui siège la première fois en garde de devoir décider si la personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Bonjour. Oui, bonjour, c'est plaisir. La première cause devant le juge Gagnon concerne Sylvain, un homme qui sort d'un séjour en établissement mais dont l'état de santé ne semble pas s'être amélioré. L'avocate de l'Institut de santé mentale, maître Camille de la Rochelière, explique la position de l'établissement. Bonjour, monsieur le juge. Je vous écoute bien. Oui. Donc, il s'agit d'une demande de garde en établissement à la suite d'évaluation psychiatrique. Les deux rapports concluent à la nécessité d'une garde en établissement pour une durée maximale de 30 jours. Les motifs, en fait, le fait que monsieur n'a pas d'amélioration depuis son arrivée à l'hôpital, le refusant la médication et donc demeurant au même stade de maladie psychotique actuelle. Sylvain conteste la demande et souhaite assumer seul sa défense. Bon, alors, monsieur, je vous écoute. J'ai une conjointe, qui n'est pas une conjointe, mais qui est plutôt la mère de mes enfants, qui est même repartie au Nouveau-Brunswick. Puis, c'est sûr, c'est tout un dette. J'ai pris la patience de faire ça. En arrière, c'est marqué « I love my love and my child ». Mais mon amour, je dois la laisser partir parce que j'ai fait tellement de mal. On n'était plus des amis. On était dans une relation de contrôle. J'ai toujours eu pensé que j'ai eu le contrôle de ma vie. C'est pas vrai. Pendant plus d'une demi-heure, le jeune homme tient des propos incohérents et décousus. Le juge Gagnon l'écoute patiemment sans jamais l'interrompre. En fait, je dirais que, comme n'importe quel autre dossier qu'on entend, il faut en faire preuve d'écoute. Il faut écouter les gens, il faut les laisser parler, il faut les laisser s'exprimer. Peut-être la grande différence, c'est qu'on est là pour les aider. C'est ce qu'on veut leur passer comme message. Je demanderais juste, s'il vous plaît, je vais arrêter d'en parler après ça, mais vous me laissiez une chance de prouver que je suis pas fou, parce qu'il y a juste des fous qui ne changent pas d'idée. Merci de m'avoir écouté. Pas de problème. On va juste permettre à l'avocat de vous poser quelques questions. J'en aurai aussi peut-être, si vous voulez rester en avant de moi, s'il vous plaît. C'est au tour de maître de la Rochelière d'interroger le jeune homme. Elle aussi doit s'armer de patience et faire preuve de beaucoup de tact dans ses questions. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous pourrez le dire? Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à l'hôpital? Parce que le 10 avril, suite à une situation entre moi et ma belle-mère, on m'a dit qu'on allait appeler la police pour me sortir de la maison à cause que je rentrais de la terre dans la maison. Là, je ne veux pas l'incriminer, mais suite à ça, vous rentrez de la terre dans la maison? je voulais faire pousser des légumes. Tout ça pour dire on va aller droit au but. J'ai pas fait confiance en ma belle-mère, puis j'ai voulu appeler la police pour ne pas me faire sortir de la maison. Là, je vais me recentrer parce que je suis... Quand la police est arrivée, j'ai agi comme quelqu'un qui ne fait pas confiance au système. Je suis parti à la cause de là, nu-pied. C'est là que je suis allé voir des voisins. J'ai demandé si je ne pouvais pas juste aller calmement dans leur maison, mais j'ai fait peur à plein de monde cette soirée-là. J'ai été chez un... Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Parce que j'avais pas confiance au système. Juste identifier quels sont ces délires, quelles sont ces idées vraiment envahissantes qui font en sorte qu'ils représentent une dangerosité. Puis je vais tenter de trouver un angle pour lui faire parler de ces éléments-là. Parce que c'est vraiment le nœud de l'audience, c'est de savoir quels sont les éléments de dangerosité. En fait, on faisait référence, là, vous aviez fait une croix avec votre sang. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Oui. Moi, quand je travaille, là, j'ai quand même une certaine énergie à revendre. Là. OK. Puis quand je me suis écorché le doigt, je me me suis pas éventré le doigt. Et pourquoi vous avez fait une croix? Parce que justement, je croyais que j'allais exorciser le mal dans le prochain pote. Bien sûr, dans le contexte où lui avait des idées mystiques, la personne croyait que son appareil était possédé par le démon. Donc, vraiment a agi en tentant de faire une croix de sang là, sur le mur pour combattre ce démon-là. L'objectif, c'est pas de le confronter. L'objectif, c'est pas de gagner une cause. Moi, j'ai jamais de cause à gagner quand je viens ici en santé mentale. C'est de travailler avec le patient pour qu'il réalise que peut-être qu'il serait mieux de rester en établissement. Je dirais que c'est surtout les juges qui vont essayer d'aller chercher le consentement, si on veut, du patient. Tout ça se fait dans le respect. Puis, si la personne peut le réaliser durant l'audience, qui arrive souvent, c'est positif. La patience du juge Gagnon va être récompensée. Après avoir abordé l'incident du sang sur le mur, Sylvain reconnaît finalement que c'est peut-être dans son intérêt de séjourner quelque temps en établissement. Je comprends aussi qu'aujourd'hui, vous dites au tribunal, je suis d'accord pour rester à l'hôpital, dans la mesure où vous me donnez des conditions plus faciles. J'aimerais ça être d'une base volontaire et non de garde forcée. C'est un peu contradictoire de dire on te force à rester à l'hôpital, mais on est là d'abord pour les aider. Et souvent, les gens, une fois qu'on leur a expliqué notre jugement, qu'on leur explique pourquoi on leur donne la garde, ils nous remercient. Ils ne sont pas nécessairement heureux d'être à l'hôpital de force, mais en même temps, ils comprennent, ils sont référés à un tiers neutre. Hein.
pour leur dire, ben voici ce que vous avez besoin à ce stade-ci dans votre vie. Puis c'est ça que vous avez besoin. Bien. Alors, écoutez, je vais rendre mon jugement, si vous permettez. Donc, le Centre hospitalier fonde sa demande sur 2 rapports d'examen psychiatrique. Essentiellement, les 2 rapports expliquent que monsieur, au niveau des conséquences probables de l'état mental, présente un risque hétéro-agressif, c'est-à-dire un risque envers autrui, en lien avec un trouble du jugement, une absence d'autocritique et un état mental actuel d'agitation et de psychose aiguë. Alors, dans ce contexte-là, et malgré toute la bonne volonté de monsieur, pour sa protection et aussi celle de sa famille, là, je vais émettre une ordonnance de garde. Alors, monsieur, écoutez, moi, ce que j'espère, c'est qu'on ne se revoit pas, que votre situation évolue favorablement et que vous puissiez sortir, vous retrouver à domicile, puis que ça aille bien pour vous, que vous fassiez votre suivi en externe. Ça va? Ouais. Bonne chance, bon courage. Merci. Lire un jeune public. Comme nous l'avons vu, certaines personnes doivent faire l'objet d'une ordonnance de garde en établissement quand elles deviennent dangereuses pour la société. Mais il arrive aussi que des personnes déjà hospitalisées refusent de recevoir les traitements appropriés. L'institution doit alors s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir une ordonnance de soins. C'est pour que l'hôpital, le CIUS, maintenant Capitale nationale ici à Québec, soit autorisé, et ses médecins, à administrer à une personne contre sa volonté et qui n'est pas capable de consentir non plus des soins dont elle a besoin pour stabiliser son état, améliorer son état ou tout simplement l'empêcher de se détériorer au point où ça devient dangereux pour la personne. Avant, les patients, les médecins psychiatres venaient de l'Institut avec des bénévoles ou des agents de sécurité selon le cas. Et on les entendait ici, dans une salle d'audience usuelle au palais de justice. Il fallait qu'ils attendent leur tour. Et les patients se désorganisaient sur l'étage. Il y en a qui se mettaient à hurler, à chanter. Il y en a qui étaient en jaquette d'hôpital. Nous, on trouvait que c'était un manque de respect de la dignité de la personne. Un manque de respect de l'humain, qui est vulnérable. L'idée principale était de voir comment on pouvait mieux encadrer nos patients, finalement, les plus affectés par ce genre de démarche-là devant la justice. Et on a commencé à échanger des idées avec le juge Robert Pidgeon, qui est le juge en chef du district de Québec, et Suzanne Hardy-Lemieux, là, qui était déployée auprès de moi, entre autres, pour réfléchir sur la façon dont on pourrait minimiser ces impacts-là. À l'initiative du juge Robert Pidgeon, les parties ont envisagé la possibilité d'aménager une salle de cours à même les locaux de l'Institut de santé mentale de Québec. On s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas pensable de fonctionner autrement? Plutôt que le patient va vers la justice pourrait peut-être aller vers le patient. Cette semaine, c'est la juge Catherine Larosa qui se déplace à l'Institut de santé mentale de Québec, mieux connu sous le nom de Robert Giffard, pour entendre des demandes d'ordonnance de soins. Comme pour tous ces déplacements, la juge Larosa est accompagnée de son adjointe, Hélène Boutillier. C'est une des journées que je préfère dans mon travail. J'ai vraiment l'impression d'être en contact avec ces justiciables qui viennent s'adresser à moi, comme je le suis toujours, mais c'est quand même une clientèle qui est très vulnérable. Et je suis ultimement la personne qui va assurer la protection de ces gens-là. Ah oui, ça, c'est du droit humain. J'aime ça quand on s'adresse aux gens et puis que j'ai l'impression qu'ils sont, justement, qu'ils livrent leur message et puis qu'ils sont satisfaits de la justice. Donc, nous sommes vraiment loin, mais nous avons une belle marche. Pour entendre les causes à l'Institut, une huissière se joint à la juge Larosa et à son adjointe. On reçoit ici une clientèle qui souffre de troubles psychotiques, là, des gens qui sont bipolaires, qui font des highs, des manies, ou encore des downs, des dépressions majeures, des mélancolies. Une psychose, en fait, c'est une maladie du cerveau. La personne en arrive à croire des choses qui n'existent pas, avoir une perception complètement erronée de la réalité. Ce qui fait que, par exemple, une personne peut en arriver à être convaincue que les extraterrestres sont présents, que des membres de son entourage sont remplacés par des imposteurs, qu'elle est filmée à son insu. À ce moment-là, elle se ramasse à l'hôpital pour la plupart du temps. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en psychose parce que ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, pour eux, c'est la réalité. Alors donc, si on veut être logique, si on n'est pas malade, on n'a pas besoin de traitement. Alors c'est là que l'enjeu, je vous dirais, la composante judiciaire entre en ligne de compte. Alors, on doit à ce moment-là évaluer la personne,
quand celle-ci oppose un refus catégorique au traitement. On peut les garder à l'établissement, mais on ne peut pas les traiter. Sauf si on obtient d'un juge de la Cour supérieure une décision autorisant l'établissement et bien sûr les psychiatres et les autres professionnels de la santé de notre organisation à traiter le patient contre sa volonté. Ici, c'est une vraie audience que nous allons avoir ce matin avec des justiciables et des patients. En ce moment, la plupart sont patients, sont déjà retenus ici à l'Institut ou encore dans un autre endroit. Et moi, je dois décider ce matin qu'est-ce qu'il va se passer avec eux. Est-ce que je dois les forcer à suivre un traitement? Et ce traitement-là, la durée de ce traitement-là peut aller jusqu'à une durée de 3 ans. Je mets ma toge. C'est très important pour les patients de sentir le décorum de la cour. Parce que comme les patients ne quittent plus l'Institut pour venir au palais de justice, ils n'ont pas la sensation de faire une coupure d'endroit, ceux qui sont hospitalisés. Alors, s'ils se désorganisent un peu pendant l'audience, qu'ils sont plus ou moins polis envers leur psychiatre, ce qui peut arriver, le psychiatre, par la suite, peut récupérer parce qu'on est habillé, togé, ça les impressionne. Et ça leur permet de penser qu'ils ont, et avec raison, un vrai juge devant eux. Alors, je vous présente la salle. Alors, les bureaux sont placés exactement de la même façon que dans une vraie salle de cour au palais de justice, à la seule différence que les coins ici des bureaux sont ronds. Entre autres précautions, on a aussi pris soin d'attacher les chaises les unes aux autres. Ça évite qu'elles soient utilisées comme projectiles par un patient en crise. C'était pour être peut-être plus prudent, pour éviter toute situation désagréable. En avant du juge, Madame la greffière, qui en l'occurrence est mon adjointe. On n'a pas accès à nos dossiers au palais de justice, alors c'est pour ça que les procès-verbaux, je les ai préparés hier. Ils sont sur les modèles, ils sont sur une clé USB. Alors, maintenant, je suis prête à commencer. Tout est prêt. Sans bien, Madame la juge. Par respect pour les patients souffrant de problèmes de santé mentale, nous nous sommes abstenus de filmer les procédures. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, monsieur, ça va bien? Donc, je vous écoute maintenant. Dans chaque dossier, le psychiatre vient témoigner en personne sur la situation du patient. Il faut présenter la requête de la personne comme avec ses points forts, mais aussi avec la maladie. Mais il faut qu'il y ait plus d'avantages à traiter que de désavantages. Parce que si, par exemple, il y a plus d'effets secondaires, bon, on peut comprendre que là, il n'y a pas d'utilité à donner un traitement à la personne. Il faut vraiment que les traitements, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Et puis, c'est ce qu'on explique au juge. Une grande partie des patients se représentent seuls et toujours ils tiennent à s'exprimer et à vraiment expliquer au juge pourquoi ils ne veulent pas recevoir le traitement, pourquoi ils ne sont pas d'accord, etc. Et dans la grande majorité des cas, la raison pour laquelle ils ne veulent pas suivre le traitement est en lien avec les effets secondaires que cette médication-là amène. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où le juge est convaincu par le biais du psychiatre, du rapport du psychiatre et de son témoignage que les bienfaits du traitement surpassent les inconvénients, on va de l'avant avec ça, mais c'est sûr et certain que dans certains cas, les effets secondaires sont importants. Alors, je mets cette ordonnance en fonction de l'article 19 de la loi sur la santé et les services sociaux. Nous pouvons ne pas convenir à un jeune public. Dans la salle 426, le juge Pierre A. Gagnon entend une autre demande de garde en établissement. Comme dans plusieurs autres dossiers entendus ce jour-là, la personne visée par la demande ne s'est pas présentée en cours. Donc, les autres personnes ont choisi de ne pas se déplacer à la cour. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ne sentent pas le besoin de s'exprimer devant le juge. Pour eux, c'est un stress additionnel. Ils ne sont pas capables de s'organiser, peu importe. Alors, il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'ils ne se déplacent pas à la cour. Dans ce rapport, on a les éléments là, pour lesquels nous considérons que monsieur représente une dangerosité pour lui-même et pour autrui en raison de son état mental. On constate là, que monsieur a des préoccupations sur le fait qu'il pense que les gens de son entourage veulent le tuer. Et à ce moment-là, relié à ceci, il souhaite se suicider en fait avant de se faire attaquer. Et on a des propos paranoïdes, des intentions suicidaires, comme j'ai mentionné. Donc,
bien sûr, l'objectif est de le protéger de lui-même et d'autrui, parce que c'est sûr que dans ce contexte-là, il pourrait avoir tendance à vouloir se défendre. Et également le fait qu'il s'est sauvé de son domicile, pensant qu'il pouvait être plus en sécurité l'hiver, dans le bois tout seul, qu'alors qu'il se sentait menacé à domicile. Dans ce contexte-là, je vais émettre l'ordonnance sollicitée. L'ordonnance vise donc à ce que monsieur soit évalué par 2 psychiatres. En fait, c'est ça. C'est que les gens, quand on va les chercher en garde dans l'établissement, c'est qu'ils représentent une dangerosité pour eux-mêmes ou pour autrui, en lien avec leur état mental. Et là, l'objectif, c'est d'intervenir avant que le danger se concrétise. Donc, avant qu'ils commettent soit un délit, soit avant qu'ils commettent un suicide ou des choses comme ça. Et bien sûr, quand quelqu'un est désorganisé, est plus à risque, même à haut risque de commettre des délits, de se ramasser là, à la cour criminelle, de se ramasser en prison. Donc, l'objectif, c'est vraiment de leur donner les soins avant que ça se produise. La juge Larosa et son adjointe rentrent au palais après une journée bien remplie. Au fil des ans, les 2 femmes ont développé une complicité exceptionnelle. Hélène et moi, on travaille ensemble depuis que j'ai été nommée. En fait, puis Hélène était dans un bureau d'avocat, mais une secrétaire expérimentée dans un bureau d'avocat qui en avait vu des vertes et des pas mûres. Alors, on s'est formés mutuellement. Et on a grandi ensemble. On a grandi ensemble, ouais. Et je le dis haut et fort, je ne serais jamais capable de faire tout ce que je fais si Hélène n'était pas avec moi. C'est 50-50. Moi, je fais mon travail de juge. Hélène est là pour mettre la main à la pâte, parle aux avocats, parle aux gens qui se représentent seuls. D'ailleurs, elle a un excellent contact avec les gens qui se représentent seuls. Puis Hélène prend le temps de leur expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Hein? Sans conseiller. Exactement. La ligne est mince aussi, comme adjointe de juge. Là, on ne peut pas devenir tout à coup leur avocat ou, je ne suis pas avocate, là, mais leur donner des conseils juridiques, je ne peux pas faire ça non plus. Non. De retour à son bureau, la journée de travail de la juge Larosa est loin d'être terminée. Les demandes d'ordonnance de soins sont des dossiers urgents qui exigent d'être traités le plus rapidement possible. J'avais 8 dossiers, dont 6 qui étaient contestés. Alors, contestés, ça veut dire que la personne qu'on veut traiter, elle est présente et elle s'objecte au traitement. Moi, j'aime beaucoup cette partie de l'audience où la personne s'adresse à moi. C'est fait avec un très grand respect mutuel, évidemment, de ces personnes-là. La personne face à moi et moi face à cette personne qu'on veut traiter dans son meilleur intérêt. Et puis ça m'aide, évidemment, à prendre ma décision par la suite. L'augmentation du nombre de cas de personnes souffrant de maladies mentales est un problème qui touche la société tout entière. Les tribunaux doivent s'adapter à cette réalité. C'est des gens extrêmement vulnérables. La santé mentale, je veux pas, c'est un tabou aussi dans la société. Bon, on voit que ça commence à travailler un peu, mais en allant les chercher avec des gardes dans l'établissement, des autorisations de soins, on arrive à prévenir un peu leur désorganisation, à prévenir un peu on protège le public, puis on protège la personne elle-même aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression d'aider les gens. Et on constate que le nombre de dossiers pour autorisation de soins augmente au fil des ans. Est-ce que les gens vont plus consulter le psychiatre? Je ne sais pas. Il y a une chose qu'on constate, c'est l'effet de certaines drogues consommées avec des médicaments et ou de l'alcool, les effets désastreux, et ça fait qu'on a des justiciables qui sont âgés de 22, 24, 25, 28 ans et qu'on va toujours maintenir par médication dans un état de fonctionnement dans notre société. À un moment donné, pour une raison, les gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de médicaments. Et là, ils retombent un peu dans leur psychose. Et là, à un moment donné, ça devient, il fait en sorte qu'ils deviennent dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. C'est là que c'est ennuyeux, effectivement. C'est triste. On voit l'étendue de la détresse humaine. C'est ça qui vient nous chercher. Dans le prochain épisode, une femme accuse son oncle de l'avoir agressée sexuellement quand elle avait 6 ans. Il a sorti son pénis. Il m'a demandé de le caresser. J'ai vraiment fait des affaires de même avec ces petites filles-là. Le bon Dieu me fout si je dis pas la vérité, ça.
Cette émission contient des scènes de violence qui pourraient offenser